départementale des notaires des Alpes-Maritimes, de la Chambre départementale des huissiers des Alpes-Maritimes, de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse et de l'Ordre des avocats au barreau de Nice. Alors, un des objets de l'association est de promouvoir les relations interpro et de proposer des événements tels que ce webinaire entre les différentes professions réglementées. Alors, actualité oblige, nous avons ce jour pour thème l'accompagnement interprofessionnel du chef d'entreprise face à la crise du Covid-19. Pour cela, nous allons accueillir plusieurs intervenants qui vont nous permettre de couvrir différentes problématiques liées à cette crise, que ce soit en droit du travail, en droit des affaires, en droit des contrats, mais aussi d'un point de vue économique, avec un premier bilan sur les aides et accompagnements mis à disposition des chefs d'entreprise. Et nous évoquerons également les solutions de procédures amiables ou judiciaires à destination des entreprises. Alors, nous accueillons aujourd'hui plusieurs intervenants de qualité. Je vais vous les présenter un par un. Donc, on accueille aujourd'hui Maître Enjolras Ruban Vives, avocate au barreau de Grasse. Nous accueillons Mariam Mimouna, présidente du Club Jeunes Experts Comptables de Côte d'Azur Corse. Nous avons également avec nous Maître Sabria Mosba, avocate au barreau de Nice. Nous avons également avec nous Maître Stéphanie Bienfait, administrateur judiciaire. Maître Denis Gagné, mandataire judiciaire. Maître Jean-Charles Albertini, président de la Chambre des huissiers des Alpes-Maritimes. Maître Nicolas Meurot, qui va nous rejoindre, président de la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes, ainsi que Vincent Guida, commissaire aux comptes et élu à la compagnie régionale des commissaires aux comptes Aix-Bastia. Donc, l'organisation de ce webinaire, chaque intervenant va intervenir durant une dizaine de minutes, selon différents thèmes. Au fil des interventions, vous pourrez poser vos questions, nous les transmettrons. S'en suivront après 10 minutes, 2 petites minutes de questions et d'échanges. Et enfin, on passera la parole aux autres intervenants. Donc, nous allons commencer. On va ouvrir le bal avec Maître Jean-Charles Albertini, président de la Chambre des huissiers des Alpes-Maritimes et également notre président de l'association interprofessionnelle APIDEX 06, qui va intervenir sur le thème de l'accompagnement des entreprises par la réalisation de constats permettant de valider les mesures mises en œuvre pour l'accueil des employés et du public. Jean-Charles, c'est à vous. Merci beaucoup Thomas, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, cette crise sanitaire sans précédent a fait que notre profession s'est mobilisée et a essayé de trouver des solutions afin de pallier à la crise Covid et au confinement. Donc, il faut savoir que l'ensemble des études du département continuent de travailler, mais ne reçoivent plus de public. Donc, il a fallu trouver des solutions pour respecter effectivement les règles sanitaires, notamment en matière de signification, puisque le travail de l'huissier, c'est d'aller au contact du requis pour lui signifier les actes, et ne pouvant plus être au contact, on a mis en place ce qu'on appelle la signification sans contact. Donc la signification sans contact qui, au début de cette crise, a été un peu, on va dire, archaïque, puisqu'en fait, on se déplaçait, mais on essayait de ne pas rentrer en contact avec les gens, en déposant les actes devant la porte, en reculant de 1,50 m après avoir vérifié que la personne était bien le requis, a été remplacée très rapidement par une solution qui est une solution qui existait déjà pour la profession, qui s'appelle Securact et qui en fait est la signification des actes de façon dématérialisée. Cette signification qui existait déjà en matière de procédure de saisie-attribution envers les banques et en matière de saisie de cartes grises envers les préfectures a été ouverte par la Chambre nationale à toutes les personnes, physiques ou morales, qui, après avoir donné leur consentement auprès d'un huissier de justice et après avoir fourni certaines pièces, notamment pièces d'identité et justificatives de domicile ou cabis pour les personnes morales, pourront recevoir de façon dématérialisée des actes et ainsi la signification sera légalement faite. Donc ça a été la première, on va dire, première étape que la Chambre nationale des commissaires de justice a mise en place pour pallier effectivement à la mesure de confinement. Ensuite de cela, bien évidemment, la signification étant notre cœur de métier, il a fallu aussi trouver des solutions pour permettre effectivement à tout un chacun de pouvoir continuer
à faire évoluer son litige, notamment face à la fermeture de l'ensemble des juridictions civiles et commerciales. Donc, la Chambre nationale a mis en place ce qu'on appelle urgence médiation, qui est en fait un produit de la Chambre nationale des huissiers de justice. Donc, c'est pour en fait obtenir une médiation gratuite, effectivement, par le biais d'huissiers de justice médiateurs qui se sont mobilisés pour pouvoir effectivement trouver des solutions dans des litiges, les tribunaux étant actuellement effectivement un peu fermés, on va dire, et donc il était très difficile de pouvoir trouver des solutions à ces litiges. Donc ça a été la première des solutions qui a été mise en place par la Chambre nationale afin de permettre effectivement à tout le monde de pouvoir essayer de trouver une solution. Bien évidemment, certains litiges ne peuvent pas se traiter par le biais de cette médiation, notamment les litiges liés à la consommation et en lien avec des organismes publics. Donc ça a été la deuxième solution proposée par la Chambre nationale des commissaires de justice. Et le dernier produit que la Chambre nationale a mis en place, c'est l'Égal-Preuve. Donc, l'Égal-Preuve, c'est quoi? C'est permettre effectivement à toute entreprise, et notamment lors de la reprise de l'activité, ça va permettre de faire constater par un huissier de justice que les règles sanitaires liées au Covid-19 sont bien respectées. Donc, ce constat va avoir, on va dire, une double efficacité, même une triple efficacité. La première efficacité, effectivement, c'est vis-à-vis du public que les personnes pourraient recevoir, de justifier que les règles sont respectées. Donc déjà, premièrement, ça va donner un petit plus, puisque cette certification sera même approuvée par un sticker Légal-Preuve constaté par l'huissier de justice, que la personne pourra mettre en avant sur sa vitrine. Donc, un gage supplémentaire. Et le deuxième volet, ça va permettre aussi à l'employeur de pouvoir justifier, sait-on jamais, dans les semaines ou dans les mois à venir, qu'il a fait le nécessaire, effectivement, pour que ses employés puissent travailler dans des conditions sanitaires correctes et cohérentes. Donc voilà un petit peu les éléments que la Chambre nationale a mis en place. Vous retrouvez tout ça, donc vous avez les sites internet qui sont présents. Ça se fait de façon très facile. Choisissez un huissier, l'huissier, vous le contactez, il vient avec son kit Légal-Preuve, il vérifie que le marquage au sol est bien fait, qu'il y a bien, pour les employés, les distanciations sociales qui sont mises en place, qu'effectivement, il y a du gel hydroalcoolique, il y a des masques, il y a des gants, il y a tout ce qu'il faut. Et vis-à-vis, effectivement, du public, ça permettra d'avoir, on va dire, une vitrine constatée par l'huissier qui permet effectivement d'avoir un gage de certaine sérénité. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur la continuité de l'activité dans notre profession, étant entendu que, comme tous, je pense là, on a une mission de service public et on continue à travailler en respectant effectivement ces fameuses règles qui nous sont imposées par le Covid-19. Donc, pour le moment, on attend effectivement le 11 mai pour voir comment ça va se passer au niveau de la reprise, mais on est toujours présent. Toutes les études sont ouvertes avec effectivement des mises en chômage partiel au niveau des employés pour leur sécurité et pour la sécurité de tous. Mais dans toutes les études du département, les titulaires sont présents, répondent aux mails et continuent effectivement à effectuer leur travail. Voilà, Thomas, en ce qui me concernait, ma profession sur cette continuité d'activité pendant ce Covid. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, nous allons passer maintenant la parole à Maître Ange-Aurore Hugon-Vives, avocate au barreau de Grasse, qui va nous faire un topo sur les points de vigilance contractuels ainsi que les aménagements de la gestion des conflits. Ange-Aurore, c'est à vous. Merci Thomas, bonjour à tous. J'espère déjà que tout le monde va du mieux possible en cette période. Alors effectivement, pour la profession d'avocat, donc nous sommes également en plan de continuation d'activité. Bon, bien sûr, les cabinets ont été fermés au public donc, pour des raisons
de sécurité par rapport à la crise sanitaire. Mais cependant, les avocats continuent à travailler du mieux qu'ils peuvent et notamment par télétravail. Alors, je souhaitais faire un point, puisque le webinaire était à destination principalement des chefs d'entreprise, sur les délais qui ont été mis en place donc, dans le cadre des ordonnances du fait de la période d'état d'urgence par rapport au contrat. Donc, vous avez les ordonnances des 25 mars et 15 avril 2020 qui sont venues fixer un petit peu les choses au niveau de ces reports de délais qui ont été prévus par le législateur. Alors, pour que les choses soient le plus simple possible, vous avez en fait donc une période d'état d'urgence qui a été fixée, qui a démarré le 12 mars et qui actuellement se termine le 24 mai. Je dis actuellement parce que en réalité, cette date est variable et il y a notamment eu une circulaire du 17 avril qui est venue préciser que la date pouvait certes être reculée, mais pouvait aussi être avancée en fonction des adaptations nécessaires pour pouvoir accompagner la reprise de l'activité économique. Donc, c'est une date provisoire et il faudra voir quelle sera la date finale donc, de cette période d'état d'urgence. Autour de cette période d'état d'urgence, c'est une période juridiquement protégée qui a été mise en place, qui démarre donc toujours le 12 mars, mais qui se termine un mois après la fin de l'état d'urgence. Donc actuellement le 24 juin, en réalité, eh bien, ça dépendra bien évidemment de la fin de l'état d'urgence. Donc, des délais qui ont été reportés pour un certain nombre. Et pour ce qui concerne plus spécifiquement le domaine contractuel, en fait, c'est principalement tout ce qui concerne les astreintes et les clauses qui vont sanctionner l'inexécution des contrats. Donc, tout ce qui est clause pénale, clause résolutoire, les clauses de déchéance, c'est tous ces délais-là qui sont concernés et qui ont donc été reportés. Alors, je vais tenter de vous partager, si j'y arrive, le schéma qui a été délivré dans le cadre de la dernière circulaire. Donc, vous me dites si ça fonctionne bien. Ça s'affiche ? Oui. OK. Donc, alors, sachant que, bien évidemment… Excusez-moi, je vous coupe. Ça ne s'affiche pas sur le Facebook Live, apparemment. Ah, bon. De toute façon, je vais l'expliquer. Donc, en fait, il y a… C'est bon ? C'est bon. Bon, bah, OK, parfait. Donc, en fait, l'objectif, ça a été de voir comment les délais pouvaient être reportés. Et en fait, c'est la dernière circulaire, donc celle du mois d'avril, dont il faut tenir compte parce que, bien évidemment, ça a changé entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc là, vous voyez tel que c'est représenté donc, au niveau du schéma. En fait, dans le cadre des obligations dont les naissances en fait, ont eu lieu avant le 12 mars, donc par exemple, si vous avez eu un contrat qui a été conclu avant le 12 mars, eh bien, en fait, on va reporter uniquement ce qui va concerner la période entre le 12 mars et la date à laquelle la clause doit produire son effet. Et ceci, comme vous voyez, là, on a la durée là, qui s'est déroulée entre le 12 mars et la date de prise d'effet de la clause. Eh bien, toute cette période-là, on va la reporter au moment de la fin de la période juridiquement protégée, donc un mois après la fin de l'état d'urgence actuellement. Donc, cette date-là, c'est le 24 juin actuellement. Si jamais vous avez un contrat, par exemple, qui est né pendant la période d'état d'urgence, eh bien, c'est toute la durée en fait, entre la naissance de l'obligation et son terme qui va être reportée à la suite. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est assez complexe parce qu'en réalité, sur la première ordonnance, on avait un report fixe qui était d'1 mois. Et là, en réalité, on va se retrouver à devoir compter les jours en fonction de ce qui peut être mis en place par rapport à ces différentes obligations. Donc, c'est pour ça que je voulais attirer votre attention
sur ce point parce que il va falloir effectivement faire attention pour l'ensemble des délais qui auront commencé à courir, qui seront reportés. Donc, il y a une vigilance accrue qui va devoir être mise en place par rapport à ces délais. Également, pour les délais dont le terme se situe après la fin de la période juridiquement protégée, donc c'est le deuxième schéma en fait qui est en bas. Là ici, en fait, vous voyez que les dates de prise d'effet sont après la période juridiquement protégée. Eh bien, en fait, c'est les délais qui auront couru pendant la période protégée qui vont se retrouver reportés. Donc, par exemple, si vous aviez un chantier ou un contrat de vente avec des biens à fabriquer, à livrer, donc par exemple, je ne sais pas moi, au mois de juin, au mois de juillet ou des choses comme ça, eh bien, à ce moment-là, on va retrouver un report de durée qui va se placer après. Donc, ça vous laisse un petit peu de temps, le but étant de tenir compte des retards accumulés pendant la crise et des difficultés éventuelles qui sont liées en fait au redémarrage. Donc ça, c'était le point très rapide, bien évidemment. Il y aurait, vous en doutez, à dire encore plus sur ces problématiques de durée. Donc, je vous invite naturellement à consulter votre avocat pour plus de précisions par rapport à votre situation spécifique contractuelle. Et ensuite, je voulais aussi vous faire un point sur les loyers des baux commerciaux parce qu'on a entendu énormément de choses et un petit peu tout et n'importe quoi d'ailleurs sur ce sujet-là. Le président de la République a sollicité les bailleurs pour leur demander à ce qu'il soit possible éventuellement de reporter le paiement des loyers. Ça a été interprété de différentes façons par chacun en fonction, bien évidemment, des intérêts des uns et des autres. Ce qui est certain, c'est que de manière générale, ça n'est qu'un report, donc il n'y a pas d'annulation en termes de paiement donc, des loyers commerciaux. Par contre, nous sommes un certain nombre de confrères à considérer que pour ce qui concerne les commerces qui sont soumis à la fermeture administrative, par le jeu en fait de l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible des locaux et par la théorie des risques, on pourrait considérer que le loyer n'est pas dû pendant la période de fermeture administrative. Alors, je parle bien évidemment au conditionnel parce que c'est des éléments sur lesquels il faudra éventuellement saisir la juridiction et puis notamment le tribunal de commerce pour faire trancher tout cela. Mais n'empêche qu'il peut y avoir, à mon sens, un levier pour les entreprises qui sont concernées par ces fermetures administratives pour supprimer purement et simplement l'obligation de paiement du loyer, mais exclusivement pour celles qui sont concernées par la fermeture administrative. Les autres, ce n'est qu'un report, donc ça fait partie des négociations à mener avec les bailleurs. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'aménagement de la gestion des conflits, parce que donc au niveau du fonctionnement des juridictions, nous sommes en fonctionnement extrêmement ralenti. D'ailleurs, au départ, les plans de continuation étaient plutôt des plans de cessation d'activité en réalité, puisqu'il n'y avait plus guère que le pénal d'urgence qui fonctionnait. Aujourd'hui, ça redémarre de manière très lente. Sur le barreau de grâce, il y a un travail qui est mené entre l'ordre et la juridiction pour pouvoir redémarrer au fur et à mesure certaines audiences à travers notamment les dépôts de dossiers. Il y a également les juridictions qui travaillent éventuellement au développement des visio-audiences. Ça, c'est par exemple au niveau des tribunaux de commerce. Mais cependant, les reports d'audience qui sont effectués actuellement sans date. Et le peu de dates dont nous ayons connaissance est actuellement au mieux pour l'automne et principalement pour 2021. Donc, je voulais interpeller les chefs d'entreprise sur cette question parce qu'à mon sens, la crise que nous traversons est aussi une opportunité de réfléchir à l'aménagement de la gestion de risque et de sortir de cette logique perpétuelle de saisine de la juridiction. Il y a d'autres façons de gérer ces conflits, et notamment à travers la négociation et la médiation. Les avocats sont formés en grand nombre à la médiation. Le barreau de grâce a organisé d'ailleurs l'année dernière
une vaste formation justement pour ses membres. Donc, surtout, n'hésitez pas à consulter les avocats médiateurs qui sont à même de vous proposer des solutions qui, en cette période de crise, ont malheureusement la possibilité, ou heureusement, ça dépend, hein, c'est toujours la même chose. Hein, dans le terme de crise, il y a à la fois ce qui est négatif et ce qui peut être positif, mais en tout cas, la possibilité de vous proposer des alternatives et puis, pourquoi pas construire aussi une autre logique dans la gestion des conflits à travers la négociation et la médiation. Donc, les avocats, et notamment du barreau de Grasse, sont au service de leurs clients, toujours bon pied, bon oeil, et ont la possibilité de répondre à l'ensemble de ces questions. Voilà pour ce qui concernait ma profession. Très bien, merci beaucoup Ange-Aurore, merci pour cette intervention. Donc on m'informe qu'on est plus de 70 participants sur les différentes plateformes, à la fois sur Twitter, sur Facebook, sur Zoom. Donc n'hésitez pas, je vois que la formation a du succès. N'hésitez pas à poser vos questions sur les divers réseaux sociaux, elles me seront retransmises et je les poserai ainsi aux différents intervenants. C'est assez rare qu'on ait à la fois un panel de professions réglementées mis à votre disposition, donc surtout n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc là, on va enchaîner donc avec ma consoeur et mon confrère, donc Mariam Mimouna, présidente du Club des jeunes experts comptables de Côte d'Azur Corse, et Vincent Guida, commissaire aux comptes élu à la compagnie régionale des commissaires aux comptes d'Aix-Bastia, qui vont nous faire un premier bilan des dispositifs d'accompagnement dans la crise du Covid, ainsi qu'un focus sur la gestion de la trésorerie en vue de la reprise. C'est à vous. Alors, Mariam, il faut mettre le micro. Ça y est. C'est bon, Merci Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci. Dans cette période si particulière, l'union sacrée des professions du droit et du chiffre est encore plus essentielle. Et je crois que l'intérêt d'une entité réunissant tous ces professionnels prend encore une nouvelle dimension. Aujourd'hui, nous allons vous parler des actions de l'Ordre des experts comptables et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes depuis le début de cette crise. Ensuite, nous vous ferons un retour terrain sur les aides qui ont été déployées. Et enfin, nous vous parlerons plus spécifiquement de la trésorerie et notamment des solutions alternatives au PGE. Donc, depuis le 13 mars, le CROEC-PACA a mis en place une cellule de gestion de crise et de collaboration qui avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'est collecter et décrypter les différents textes. Beaucoup de textes ont été produits. Il était nécessaire de dénouer les choses entre, d'une part, les annonces faites par le gouvernement et d'autre part, les textes. On s'est aperçu dans cette période hyper prolixe en termes de textes que l'hyper-réactivité pouvait être parfois dangereuse. Il nous a fallu même parfois faire et refaire. Hein. Je pense particulièrement à la période de paye de mars, où en même temps que l'on produit ces bulletins de salaire, sortaient de nouvelles informations qu'il a fallu adapter. Deuxième objectif de cette cellule de crise, c'était utiliser notre expertise pour faire remonter les problèmes aux différents organismes tels que l'URSSAF ou la Fédération des banques et faire des propositions pragmatiques au pouvoir public. Enfin, troisième objectif, être présent auprès des chefs d'entreprise pour passer la crise et préparer la reprise. Un dispositif majeur parmi tous les dispositifs qui sont à notre disposition aujourd'hui, c'est le PGE. Et donc, ECF, Expert Comptable de France, a décidé de créer un observatoire avec pour mission la remontée du terrain vers nos institutions pour les communiquer ensuite à la BPI et à la Fédération des banques. Grâce à toutes ces actions, des avancées ont pu être obtenues, telles que report des déclaratifs ou enregistrement des actes de société. Mariam, tu peux nous en dire 2 mots ? Oui. Alors, comme le disait Vincent, notre mission première à nous, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise. Et donc, effectivement, on ne pouvait pas tout faire. Face à ce constat, on a réussi à obtenir le report des principales déclarations, des principales échéances de déclaration
fiscale pour les entreprises, ce qui nous permet d'être au front et de pouvoir donc accompagner nos clients en priorité avant donc de faire toutes ces formalités. Alors, quand on parle de report d'échéances déclaratives, on parle de quoi? On parle des principales échéances, c'est-à-dire donc l'ELIAS fiscal, bien sûr. Donc, c'est un report au 30 juin, puisque la date principale à retenir ici, c'est vraiment celle-ci. On parle donc du report d'ELIAS fiscal. Je vais vous montrer d'ailleurs peut-être un petit récap. Hop. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, ça va. Alors, donc voilà, on parle des principales échéances, les liasses fiscales, le report du solde de CVAE. On parle également du report de la DSI pour les revenus professionnels, du solde de CVAE, de la DAS 2. Alors, je dis principales échéances puisqu'il y en a une qui reste encore en suspens et qui reste fixée à sa date initiale. C'est la liquidation donc, de la TVA annuelle, la CA12, qui, elle, reste pour le moment fixée au 5 mai. Voilà. Donc ça, c'était tout ce qu'on pouvait dire concernant le report des échéances. Après, il y a également eu une avancée concernant l'enregistrement des actes de société par les impôts, puisque aujourd'hui, donc, nous avons la possibilité, nous, experts comptables, de leur envoyer les documents scannés afin qu'ils puissent être traités comme c'est fait par les avocats jusqu'à maintenant, par exemple. Voilà. Pour la partie commissariat aux comptes, sachez que le H3C, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, prône la bienveillance des CAC à l'égard de leurs clients et notamment un allongement de la phase 0 dans le cadre de la procédure d'alerte. Pour rappel rapide, la procédure d'alerte, c'est une procédure que déclenche le commissaire aux comptes lorsqu'il juge que la continuité de l'entreprise est compromise. Et le but de l'allongement de cette phase 0, c'est en réalité de désengorger un peu les tribunaux et de ne pas les surcharger avec des procédures inutiles. On va vous parler un peu maintenant des retours terrain, à commencer par le retour de nos discussions avec l'URSSAF. Il ressort que l'URSSAF a arrêté les contrôles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouveaux contrôles qui sont lancés, suspendu les contrôles en cours, ainsi que les auditions, et suspendu également le recouvrement sine die. Quelques chiffres qui nous sont donnés par l'URSSAF PACA sur la région sud, c'est-à-dire qu'une entreprise sur deux a demandé le report des cotisations et 90% de ces entreprises sont des TPE, PME. En deux mots, le Fonds d'action sociale, c'est 40 000 demandes, 1000 réponses traitées par jour. Donc, on peut s'attendre à des délais très, très longs. Sachez aussi qu'il nous a été précisé d'emblée qu'il y aurait assez peu de réponses positives. Le CPSTI, Myriam? Oui, alors ça, c'est la dernière petite nouveauté. C'est une aide complémentaire qui a été donc négociée par le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants, qui concerne donc, comme son nom l'indique, les travailleurs indépendants, donc artisans et commerçants, qui donc relèvent du régime complémentaire des indépendants. Petite précision, ça couvre aussi les auto-entrepreneurs. Donc, c'est un champ qui est quand même assez vaste, mais pas assez pour intégrer certaines professions libérales, puisque restent exclues du champ de cette aide particulière, donc certaines professions libérales qui ont des régimes de retraite spécifiques, et notamment donc la CNBF. Voilà, pour rendre un petit peu hommage à nos intervenants aujourd'hui. Donc, cette aide, c'est quoi? C'est donc un remboursement, enfin, c'est une aide qui va dépendre directement du montant des cotisations retraite qui ont été versées par l'artisan ou le commerçant. Donc, c'est directement lié à ses revenus déclarés en 2018 avec un plafond maximum de 1 250 €.
C'est une aide qui a été donc négociée par les patronats, par les syndicats patronaux. Donc, il n'y aurait aucune formalité donc à faire pour pouvoir l'obtenir. Il y aurait un versement automatique qui serait fait donc par les URSSAF dès la fin du mois d'avril. Voilà, donc petite particularité concernant cette aide, forcément, elle n'est pas soumise à cotisation sociale ni prélèvement fiscal et elle est cumulable avec les autres dispositifs et notamment donc le fonds dont parlait Vincent tout à l'heure, le fameux fonds dont il va parler d'ailleurs maintenant, le fonds de solidarité pour les entreprises de 1 500 €. Oui, le fonds de solidarité, c'est la fameuse aide de 1 500 € dont on a beaucoup parlé, qui a dans l'ensemble bien fonctionné, mais on constate quand même quelques trous dans la raquette qui sont en train d'être corrigés par l'élargissement du dispositif et certains cas particuliers qui méritaient d'être précisés, qui sont en train d'être précisés au fur et à mesure. On a vu notamment la problématique des BNC qui encaissent leurs recettes, dont les recettes sont des recettes à l'encaissement, et du coup des gens sont retrouvés avec en mars l'encaissement de l'activité de février et n'ont pas pu de ce fait bénéficier de l'aide du fonds de solidarité. Il ressort des chiffres qu'on nous a communiqués que le montant moyen versé est de 1 300 € pour cette aide. Alors, c'est une aide qui effectivement est assez intéressante, mais il faut quand même avoir à l'esprit que forcément, il y a des contrôles qui vont être opérés a posteriori, puisque l'idée aujourd'hui, donc, c'est de pouvoir débloquer le plus rapidement possible les entreprises qui en font la demande. Donc, il n'y a pas de contrôle même du tout au moment de l'octroi de l'aide, mais il y a une possibilité d'être contrôlé sur une durée de 5 ans à partir donc du versement de celle-ci. Comment ça se passe concrètement pendant 5 ans? Donc, ils ont la possibilité de demander tout justificatif, notamment comptable, pour vérifier que l'entreprise répond bien aux critères d'éligibilité de l'aide. Donc, c'est une ordonnance du 23 avril qui est venue nous préciser tout ça et qui a notamment donné le délai de 1 mois pour répondre donc, à l'administration concernant cette demande de justificatif. Concernant le fonds de solidarité, il y a d'autres choses, il y a d'autres nouveautés. Principale nouveauté, c'est bien sûr le fait que ça a été reconduit pour le mois d'avril. Donc, concernant le mois d'avril, l'aide sera également disponible pour les entreprises. Elle sera disponible, mais il y a des modifications également concernant les critères et le calcul pour ce fonds de solidarité. Alors, la première modification principale, c'est celle qui concerne la période de référence, puisque jusqu'à maintenant, outre donc les entreprises nouvellement créées, on prenait comme référence pour constater la perte de chiffre d'affaires, puisque donc c'est une aide qui est directement liée aux difficultés Covid et donc à la perte de chiffre d'affaires qui est liée à cette crise. On prenait comme référence, donc pour le mois de mars 2020, le mois de mars 2019. Donc, on prenait qu'un mois comme référence. La petite nouveauté pour le mois d'avril, c'est que l'entreprise aura le choix entre retenir le mois d'avril 2019 comme référence par rapport au mois d'avril 2020 ou alors de retenir une moyenne des 12 derniers mois, enfin des 12 mois pour pouvoir tenir compte bien sûr des spécificités de l'année dernière, des entreprises qui ont encore nouvelles, qui ont commencé et qui ont forcément vu leur chiffre d'affaires accroître de manière exponentielle les derniers mois. Donc voilà, donc la nouveauté, c'est cette période de référence. Autre nouveauté, ça concerne un des critères qui très souvent donc bloquait les entreprises pour le bénéfice de cette aide, c'est le critère du bénéfice imposable. Donc, vous savez que pour pouvoir avoir accès à cette aide, il faut pouvoir justifier d'un bénéfice, d'un résultat fiscal
inférieur à 60 000 € après réintégration de la rémunération chargée du dirigeant. Donc, c'est une règle qui a été assouplie en tenant compte bien évidemment des demandes du terrain, hein, puisqu'on s'est rendu compte que certaines entreprises avaient 2, 3 gérants, co-gérants, et que donc cette limite de 60 000 € était très vite atteinte. Donc, la petite nouveauté pour le mois d'avril, c'est que ce critère donc, de 60 000 € va être multiplié par le nombre d'associés dirigeants, en fait, pour pouvoir tenir compte donc de leur rémunération également. Dernière petite nouveauté concernant donc ce fonds de solidarité, c'est le deuxième volet, puisque le fonds de solidarité donc, a cette fameuse aide qu'on nomme, pour simplifier l'aide, 1 500 €, mais il y a un second volet qui est beaucoup plus régional et qui permet donc de débloquer un fonds supplémentaire. Jusqu'à maintenant, on était limité à 2 000 € pour ce fonds complémentaire. Pour le mois d'avril, le fonds a été donc augmenté et l'aide pourra aller jusqu'à 5 000 € en fonction de la taille de l'entreprise et de ses spécificités. Voilà. En réaction là, à la remarque d'un conférencier qui nous dit que cette aide de 1 500 € n'est pas versée non plus automatiquement aux gérants associés salariés. Attention, les textes évoluent beaucoup. Alors, on ne connaît pas exactement votre situation, mais entre le moment où vous êtes posé la question et ce jour, peut-être qu'il y a eu encore des ajustements. Deux mots vite fait sur les délais de paiement, hein, les reports sur les charges sociales et les impôts. Attention, la TVA n'était pas concernée. Beaucoup de gens ont commis cette erreur de penser que la TVA était concernée. Ça ne l'est pas. Seuls sont concernés les impôts directs. Deuxième point de vigilance, certaines personnes ont fait des oppositions massives sur des prélèvements et notamment sur des prélèvements du coup qui sont liés à des émetteurs impôts ou charges sociales. Faites attention au moment où vous souhaitez reprendre les règlements que les levées soient faites sur ces oppositions à prélèvement. Quant aux remises d'impôts dont on a pu parler ici ou là, bon, il est évident que ce sont des remises qui seront faites uniquement dans des cas très 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 compliqués, hein. Je pense que qu'on ne se fasse pas d'illusions sur ce sujet. Autre dispositif massif, c'est le dispositif de chômage partiel. Alors là aussi, pas mal de difficultés. Les serveurs étaient saturés devant l'afflux de demandes, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de mal à traiter les demandes dans les délais. Sur la pression des institutions, le gouvernement a accepté de reporter la saisie des demandes de chômage partiel de mars jusqu'à fin avril. Mais c'est vrai que du coup, on a pris pas mal de retard sur le remboursement. Donc il y a des gens à ce jour qui vont approcher là sur la période de paye d'avril et qui n'ont toujours pas été remboursés de l'avance faite au titre du mois de mars. Dans l'ensemble, par contre, c'est un dispositif qui fonctionne bien dans la mesure où il y a quand même assez peu de refus et pour le moment assez peu peu ou pas de justificatifs qui sont demandés. Par contre, c'est sûr qu'on peut se poser la question, savoir comment est-ce que ce dispositif-là sera contrôlé et quelles pièces justificatives seront à fournir dans le temps. Marianne, tu avais des compléments sur le chômage partiel, je crois. Alors, moi, j'avais juste des petites remarques complémentaires concernant cette activité partielle, puisque donc effectivement, il y a eu beaucoup d'allers-retours, il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites. Donc là, je voudrais juste évoquer 2 points qui me semblent essentiels et qui sont issus donc de l'ordonnance du 22 avril 2020, qui viennent un petit peu modifier les contours donc de cette mesure
concernant déjà, sans rentrer vraiment dans les détails, mais la période de référence à retenir pour demander donc les indemnités activité partielle. Jusqu'à maintenant, on retenait donc comme période de référence uniquement le dernier mois en cours, ce qui portait quand même préjudice aux salariés qui avaient des rémunérations variables tous les mois. Donc, depuis cette ordonnance, on a la possibilité de retenir donc les 12 derniers mois pour les salariés qui ont effectivement une grosse part d'éléments variables pour leur paye. Autre point également qui a été sensiblement un point qui a été beaucoup commenté également aussi bien dans nos cabinets que par nos clients, hein, c'est une vraie demande de leur part, c'est concernant les heures supplémentaires. Donc jusqu'à maintenant, l'activité partielle retenait comme référence la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures uniquement. Ce qui fait qu'un salarié qui avait l'habitude de travailler 39 heures ou plus se voyait uniquement indemnisé à hauteur de 35 heures uniquement. Depuis cette ordonnance du 22 avril, donc on a réussi à obtenir l'indemnisation supplémentaires à deux conditions. Donc, il faut que les heures supplémentaires soient contractuelles, c'est-à-dire donc, explicitement notées dans le contrat avant, bien évidemment, le Covid, ou alors que ce soit donc des heures conventionnelles. Donc, je pense notamment à la restauration, qui a des heures, une durée conventionnelle de travail supérieure à la durée légale, ou par exemple au domaine du transport, où on a des heures d'équivalence qui existent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux mesures phares concernant l'activité partielle qui ont été mis à jour donc ces derniers jours. Ensuite, juste avant de repasser la parole à Vincent, j'aimerais faire un petit focus sur la prime Macron, puisque c'est aussi une nouveauté. Pas tant que ça, puisque si on veut vraiment reprendre l'historique de la prime Macron, en fait, c'est vraiment la prime exceptionnelle pouvoir d'achat, la prime gilet jaune, hein, qui a été mise en place donc en fin 2019, mais qui ici a été refondue version Covid 2019. Alors, qu'est-ce que c'est que la prime Macron ? La prime Macron, à la base, donc c'était 1 000 € de prime qui pouvaient être versés aux salariés en exonération de charges sociales et d'impôts. Il fallait, pour bénéficier de cette prime, avoir un accord d'intéressement dans l'entreprise. Alors, la nouveauté Covid, pour cette prime Macron, c'est justement de venir supprimer cette obligation d'accord d'intéressement pour pouvoir donc augmenter le nombre de bénéficiaires. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité de verser donc 1 000 € en exonération de charges sociales si on n'a pas d'accord d'intéressement, et puis jusqu'à 2 000 € si effectivement on a un accord d'intéressement. Alors pareil, on a eu aussi des mises à jour concernant la date butoir pour verser cette prime. À la base, on avait une date qui était fixée au 30 juin. Donc suite au Covid-19, on a jusqu'au 31 août pour verser cette prime Macron. Voilà, je vais peut-être pas trop en dire parce que je pense que Maître Mosba va peut-être faire un petit focus après dessus, donc je vais éviter de trop spoiler. Et puis, je vous propose de passer peut-être à la troisième partie qu'on voulait vraiment évoquer aujourd'hui avec vous. C'est vraiment le focus sur la trésorerie, donc le point sur la trésorerie. Alors, on insiste vraiment beaucoup sur ça, puisque quand on parle donc du coronavirus, on parle de guerre. Et pour nous, donc, le nerf de la guerre, ça reste vraiment la trésorerie. Donc, il va falloir effectivement préparer la trésorerie pour passer cette période de crise, mais aussi et surtout pour préparer la rentrée. Et c'est sur ça qu'on voudrait vraiment aujourd'hui insister. On parle beaucoup des mesures donc, qui sont mises en place, de pouvoir bénéficier de reports de charges, etc. etc. Mais moi, je veux vraiment insister aujourd'hui sur la nécessité, parce que c'est vraiment le terme pour moi, de mettre en place un plan de trésorerie pour les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise ait
dans ce brouillard qu'on reconnaît aujourd'hui, un minimum de visibilité sur les prochains mois quant à sa trésorerie. Donc, pour ça, il faut tenir compte, bien évidemment, de tous les reports de charges. Et on insiste sur report parce que ce ne sont pas des annulations. Donc, il va falloir les payer un jour. Donc, ça va venir gréver forcément la trésorerie dans quelques mois. Il va falloir tenir compte de toutes ces mesures-là et puis les poser vraiment sur papier alors moi, je conseille de le faire sur 6 mois à peu près, puisque c'est vrai que ce n'est pas forcément évident d'avoir une visibilité sur plus, hein, mais de vraiment poser sur papier les entrées de trésorerie si on a un maintien d'activité encore, et puis en face, donc les sorties de trésorerie, en tenant compte de ce décalage-là pour savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on va avoir besoin de fonds supplémentaires ou pas, puisque effectivement, donc il faut passer la crise aujourd'hui, il faut répondre aux besoins immédiats aujourd'hui, l'avance pour l'activité partielle des salariés, le règlement des cotisations sociales si on a choisi de ne pas les reporter par exemple, etc. Enfin, les loyers, tout ce qui reste charge fixe, mais également il faut pouvoir prévoir de quoi relancer la machine quand ça va repartir et être en mesure effectivement de pouvoir se financer son besoin. Donc pour ça, il faut mesurer son besoin de trésorerie. Il y a plusieurs mesures qui existent pour ça. On a parlé de la mesure phare, bien évidemment, qui est le PGE. Donc je ne sais pas si Vincent, tu veux déjà peut-être faire un petit focus sur le PGE, qui est la mesure principale quand on parle de trésorerie aujourd'hui. Oui, très rapidement, je vous fais un retour de l'Observatoire, parce que je crois que Thomas, on a dépassé un peu le timing là. Donc l'Observatoire PGE, mais avant cela, juste, je vous donne un peu la substance d'un communiqué de la BPI qui date de la semaine dernière. À l'heure actuelle, sur les 300 milliards d'euros qui ont été alloués, 40 milliards d'euros débloqués au 22 avril. Si on prend en compte les dossiers en cours d'instruction, on sera à 60 milliards d'euros. Vous voyez qu'il reste encore un peu de la marge. 251 000 prêts avec en moyenne 140 000 euros par entreprise. Ensuite, les chiffres qui ressortent de l'Observatoire OCF sur le PGE, bien, c'est un prêt qui a été demandé par 30% des clients de nos cabinets. Un expert comptable sur 2 trouve qu'il est adapté au niveau de la garantie, mais pas au niveau des montants. Une entreprise sur 2 demande 20 à 25% du chiffre d'affaires. Par contre, les délais de réponse sont jugés trop longs. Les documents demandés et les critères d'éligibilité sont très hétérogènes suivant les enseignes bancaires et certaines demandes sont jugées trop lourdes. On s'aperçoit qu'on demande parfois des prévisionnels de trésorerie à 12 mois. Comment faire un prévisionnel de trésorerie à 12 mois lorsque on a du mal lorsqu'on ne connaissait même pas la date de réouverture pour certains commerces, par exemple. Dans les refus, les principales causes sont des fonds propres négatifs, même s'il commence à y avoir quelques corrections là aussi dans certaines enseignes. Une partie, ces refus sont liés à la cotation bancaire de l'entreprise. Pour d'autres, c'est l'endettement qui est trop élevé. Et enfin, certaines activités sont jugées trop récentes ou trop risquées. À savoir aussi que pour les entreprises qui travaillent avec plusieurs banques, il a été un peu plus difficile de mettre en place ces prêts dans la mesure où il fallait mettre tout le monde d'accord et répartir le risque entre les différentes entreprises. Voilà pour l'observatoire du PGE. Alors, on parle souvent de PGE hein, quand on parle de trésorerie et d'aide de prêts pour les entreprises, mais il faut savoir que ça n'est pas les seules solutions qui existent. Alors, je sais qu'on a un peu dépassé notre temps, donc je vais pas en parler, mais je vais quand même évoquer je vais juste évoquer les différentes aides qui existent. Il faut savoir qu'il y a plusieurs aides, aussi bien régionales que départementales, qui existent. Vous pouvez très bien solliciter donc les prêts région auprès d'initiatives par exemple. Vous pouvez avoir recours aux prêts rebond. Il y a des prêts, des dispositifs qui sont spécialement dédiés au secteur du tourisme. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter votre expert comptable pour avoir un prêt. Ensuite, si vraiment vous n'avez pas de solution, il faut quand même savoir aussi qu'il y a le médiateur du crédit qui existe et qui vous permet, si vraiment vous n'avez pas de solution derrière et que vous avez eu des refus
des refus à toutes les mesures que vous avez essayé d'intenter, qui peut être sollicité. Voilà. Je pense qu'on ne va pas trop alourdir la chose. J'aimerais juste peut-être en conclusion parler donc d'une cellule de crise qui a été montée également par l'ordre des experts comptables, le CROEC en région, et le club des jeunes experts comptables donc en région également, et qui permet de répondre aux interrogations immédiates des chefs d'entreprise qui n'ont pas encore d'experts comptables. Donc il ne faut pas hésiter à solliciter cette cellule. Comment ça marche? C'est un système donc de demande de rappel où le chef d'entreprise qui en a besoin va remplir un formulaire. Donc, je vous mets juste ici l'adresse mail pour que vous l'ayez sous les yeux. Le chef d'entreprise qui en a besoin va envoyer une demande de rappel et dans les 48 heures, donc, il est contacté par un expert comptable de sa région, donc au plus proche, puisqu'on couvre donc les 6 départements, afin donc de l'orienter dans ses réponses urgentes. Voilà. On va peut-être s'arrêter là pour essayer de… Merci beaucoup Mariam, merci beaucoup Vincent. Comme on peut le voir, l'actualité est très riche au niveau de la profession du chiffre. On avait une petite question, mais je propose que monsieur ou madame Murat qui nous demande si le Fonds de solidarité régionale, si on pouvait nous donner les critères d'éligibilité, si vous pouvez vous rapprocher soit de Mariam Mimouna, soit de Vincent Guida, ou alors on peut vous répondre éventuellement via le chat privé sur Zoom, afin qu'on puisse avancer. On a également un petit message humoristique de Express Moto. La prime Macron, c'est la prime Sarkozy en plus compliquée et en moins intéressante. Merci Covid pour sa simplification. Effectivement. Alors, on est plus de 80 personnes cet après-midi réunies, à la fois sur Twitter, sur Facebook et sur Zoom. Donc, l'opération est un succès. On vient d'accueillir Maître Nicolas Meureau, président de la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes, qui va nous faire une intervention sur le thème de la poursuite de l'activité notariale pendant la période de confinement et de crise sanitaire. Maître Nicolas Meureau, c'est à vous. Merci, cher Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, j'ai choisi, dans cette période assez compliquée, de parler du plan de continuité de l'activité notariale pendant cette période de confinement. Alors, je vais commencer l'exposé par l'activité de conseil qui, malgré la fermeture des offices au public, a pu perdurer et perdure toujours durant cette période, puisque nous continuons à réaliser des consultations par mail, comme ça se faisait d'ailleurs également avant, par téléphone, et également avec un développement de la visioconférence. Par ailleurs, sur l'initiative de notre instance nationale, le Conseil supérieur du notariat a été mis en place sur 2 périodes déterminées une plateforme d'appel au 3620 permettant pour des clients d'interroger et d'appeler cette plateforme et d'avoir un notaire en ligne pour pouvoir obtenir une consultation en direct. Le deuxième point sera la gestion, puisqu'on a beaucoup de demandes de nos clients sur la gestion des dossiers, évidemment, pendant cette période. Alors, il faut savoir que, comme beaucoup d'autres des professionnels qui sont représentés aujourd'hui, nos collaborateurs et collaboratrices sont en bonne partie en chômage technique partiel, mais avec quand même des procédures de télétravail qui ont été mises en place, variables selon les offices, selon les postes, mais ça a été le cas. Donc, les dossiers ont bien évidemment continué à être traités, à être instruits d'un point de vue administratif pour ceux qui nous étaient parvenus juste avant la fermeture au public, et tout cela dans le cadre notamment du télétravail. Donc de ce côté-là, je pense, rassurer globalement la clientèle notariale. Le travail s'est poursuivi. Alors, on nous interroge également beaucoup pour ce qui est des signatures. Alors, pour les signatures, il y a 3 choses en réalité que je voulais vous dire. C'est que bien évidemment, la signature en présentiel avec les clients est totalement impossible, liée à la fermeture, une fois encore, au public. On a initialement mis en place des signatures par procuration pour des actes qui devaient impérativement être régularisés, et il y en a notamment concernant le droit de la famille et les déclarations fiscales de succession.
Donc, pour cela, on s'est organisé de cette manière. Et par un décret du 3 avril 2020, nous avons été autorisés à procéder à des signatures électroniques par acte avec comparution à distance. Alors, cette comparution à distance, évidemment, nécessite l'utilisation assez poussée de l'outil informatique, à la fois de la part des offices, mais également de la part des clients, puisqu'il y a des plateformes d'identification, donc des visios qui sont faites avec cette plateforme qui est habilitée à vérifier l'identité de clients. Et par ce biais-là, on peut ensuite, avec diverses manipulations et le consentement à la fin recueilli par signature numérique, signer seul dans l'étude l'acte qui sera donc évidemment tout à fait aussi valable que les autres. Alors, tout cela, bien sûr, se confronte à des obstacles pratiques. Vous vous en doutez. Les obstacles pratiques sont quand même nombreux. Tout d'abord, de la part de nos partenaires administrations et tiers avec lesquels nous devons impérativement communiquer et desquels nous avons besoin pour toutes les sollicitations, notamment administratives. Nous avons été confrontés, notamment pour les communes, au fait qu'elles avaient un plan de continuité d'activité tout à fait restreint selon les endroits, avec des disparités très importantes selon la commune ou les communes du département. Donc, au niveau de la Chambre des notaires, nous sommes intervenus auprès des impôts et notamment des services de la publicité foncière pour obtenir des réouvertures au moins partielles, ce qui a été le cas finalement assez rapidement, et il en est de même pour les services de l'enregistrement. Nous avons également au niveau des mairies eu des difficultés avec les services d'urbanisme, puisque certaines petites communes avaient complètement fermé en réalité ces services-là, et exactement la même chose au niveau des services de l'état civil. Bien évidemment, tout cela ne facilite pas la signature d'acte, parce qu'un notaire, pour signer un acte, doit avoir un extrait d'acte de naissance du client de moins de 3 mois. Donc, on a au fur et à mesure tenté de faire ouvrir ces services, et on y est globalement parvenu, mais ça n'a pas été très simple, et de même que pour le service des impôts. Voilà, alors la profession s'est adaptée, j'allais dire techniquement, avec cet acte à distance, rapidement, efficacement dans la mesure du possible, puisque, comme je vous le disais, les contraintes sont malheureusement assez nombreuses, et il nous faut aussi en face des clients qui soient assez adeptes de l'outil informatique, sans parler des petites difficultés avec la plateforme d'identification. Donc évidemment, tout ça n'a pas été très simple. Pour autant, ça a le mérite d'exister, et ça démontre également, comme d'autres, la faculté d'adaptation dont nous avons fait preuve pendant cette période. Voilà à peu près résumé les principales mesures qui ont été mises en œuvre, et on s'oriente aujourd'hui, je pense à partir du 11 mai, vers un travail en présentiel pour partie, en essayant, à mon sens, quand même de limiter le plus possible la présence de clients dans les études, et surtout, j'allais dire en simultané, il en sera probablement de même pour les collaborateurs et collaboratrices des offices. Voilà, Thomas, mon petit point de situation. Très bien, merci beaucoup Maître Meurot pour l'intervention de la part de la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes. Donc, je vous en prie, merci. Merci à vous, merci à vous. Donc 80 connectés sur Twitter, Facebook et Zoom. Merci à vous tous d'être présents cet après-midi. Donc on enchaîne. Donc on a le plaisir d'accueillir Maître Stéphanie Bienfait, administrateur judiciaire, ainsi que Maître Gagné, mandataire judiciaire, tous les deux à Nice, qui vont nous faire un topo sur les solutions amiables ou judiciaires au soutien des entreprises face à la crise. C'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, le monde est confronté aujourd'hui à l'ampleur d'une crise tant sanitaire qu'économique. Donc, comme l'ensemble des professionnels du chiffre et du droit vous montre aujourd'hui que tout le monde est prêt à se mobiliser pour vous apporter, chefs d'entreprise, des solutions concrètes aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Le gouvernement a mis en place certaines mesures pour pallier à ces difficultés. Aujourd'hui, comme il vous l'a été rappelé notamment par les experts comptables,
À l'heure du confinement, donc, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place, notamment par des suspensions d'échéances fiscales, sociales, par le chômage partiel, par la possibilité de solliciter ses partenaires bancaires pour demander la suspension de prêts bancaires, ou encore de solliciter la mise en place de prêts garantis par l'État, les PGE. Si bon nombre d'entrepreneurs obtiennent aujourd'hui les aides de l'État et notamment l'obtention des PGE, certains se retrouvent confrontés à des difficultés d'obtention de ces prêts garantis par l'État, notamment pour des problèmes de capitaux propres négatifs ou inférieurs à la moitié de leur capital social, ou également encore relatifs à des difficultés économiques qui étaient préexistantes à la crise sanitaire et qui relèvent une certaine frilosité des partenaires bancaires pour octroyer donc ces concours de crédit. Les solutions amiables donc, qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire autant les mandats ad hoc que les procédures de conciliation, peuvent pallier à ces obstacles et apporter un soutien aux chefs d'entreprise pour leur permettre de ne pas se retrouver seuls, confrontés donc aux difficultés de négociation avec notamment les partenaires bancaires. Alors les procédures amiables, donc conciliation, mandat ad hoc, sont, il convient de le rappeler, des procédures extrêmement brèves puisqu'elles durent pour la conciliation au maximum 5 mois. Ce sont des procédures qui sont confidentielles puisqu'elles ne sont pas donc rendues publiques sur le CABIS, et le chef d'entreprise donc garde sa pleine capacité de gestion et il n'y aura pas donc de difficulté dans la relation vis-à-vis donc des partenaires, des clients ou encore des fournisseurs. Les mandats ad hoc donc, permettent de faire face à cette crise, d'être épaulés par un professionnel qui peuvent être tant les administrateurs que les mandataires à plusieurs niveaux. Donc, dans l'octroi des PGE, dans le cadre de procédures amiables, les banques peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un privilège de nullimonée, sans rentrer dans le détail. C'est un privilège donc, qui est conféré aux partenaires bancaires et qui leur garantit, on va dire, une sorte de super privilège, un droit privilégié en cas d'ouverture malheureusement de procédures collectives ultérieures. Il peut être également sollicité donc, au niveau des partenaires bancaires un partage des risques lorsqu'il y a plusieurs banques, ce qui est souvent sollicité par les banques lorsqu'il y a des flux de trésorerie d'une banque à l'autre. Et en cas de refus donc, des PGE par les partenaires financiers habituels, les administrateurs, les mandataires ont également l'habitude donc, de négocier avec la BPI, donc, qui peut aujourd'hui octroyer des prêts rebonds aux entreprises. Et dernière donc, mesure gouvernementale mise en place, les prêts participatifs sont également mis à la disposition des chefs d'entreprise par le biais des CODEFI. Donc, ce sont des prêts qui seront faits directement par l'État en cas de refus des organismes bancaires et de la BPI. Le mandat ad hoc ou la conciliation peuvent également donc, permettre une restructuration des prêts bancaires qui étaient préexistants, donc sur des durées beaucoup plus longues, et également en demandant donc une suspension des échéances bancaires en capital pendant une durée d'1 année. Donc tout cela pour permettre à l'entreprise, comme il était rappelé par Marianne tout à l'heure, il faut absolument que les entreprises conservent aujourd'hui leur trésorerie. On peut également demander des suspensions ou des reports d'échéance au niveau des leasings, des fournisseurs, au niveau des bailleurs également, ou encore au niveau des partenaires bancaires, de solliciter des facilités de trésorerie ou de demander donc la suspension des dénonciations de découvert, puisque moi, dans plusieurs dossiers, depuis la crise sanitaire, malheureusement, certains partenaires bancaires ne jouent pas le jeu, ont dénoncé donc les facilités de trésorerie qui avaient été octroyées aux entreprises, ce qui les met dans des difficultés encore plus importantes. Donc la présence d'un professionnel, il faut le dire, elle peut rassurer donc, les organismes bancaires en particulier, mais également des partenaires privés. Ça peut être un soutien auprès du chef d'entreprise.
Donc aujourd'hui, nous, chefs d'entreprise, il faut certes gérer donc, le confinement et toutes les difficultés donc, de trésorerie par manque de chiffre d'affaires qui se révèlent, mais il faut absolument également préparer l'après-confinement, donc le déconfinement. Il faut être attentif à une reprise donc, progressive de nos activités, puisque le chiffre d'affaires ne sera peut-être pas au rendez-vous dès les mois de mai, de juin, mais peut-être que cela prendra plus de temps sur le dernier trimestre. Il faut absolument prévoir des prévisionnels de trésorerie et se servir utilement donc des PGE qui pourront être mis à notre disposition. Selon les dispositifs également qui seront mis en place par le gouvernement, puisqu'à un moment donné, il faudra penser à payer donc, et à régulariser les suspensions des échéances fiscales et sociales qui nous ont été accordées. Il y a des moratoires donc, de remboursement qui peuvent être accordés dans le cadre donc, des procédures amiables de 24 mois, voire à 36 mois sous certaines conditions. Il y a des restructurations également sociales qui pourront être mises en place suite à l'après-confinement en fonction donc, des activités saisonnières et de la reprise des activités saisonnières. Il y a un manque de trésorerie parfois qui pourra être mis en exergue au regard des restructurations qui seront à faire, un passif qui aura été également généré pendant malheureusement la période sanitaire, avec des solutions amiables qui sont certes très efficaces, mais malheureusement avec des délais relativement courts, notamment au regard des remboursements des créances fiscales et sociales. Et peut-être qu'il faudra penser donc aux procédures collectives, que ce soit la sauvegarde ou le redressement judiciaire. Donc je laisse la parole à mon confrère Denis Garnier pour vous expliquer plus en avant les procédures judiciaires. Merci. Merci Stéphanie. Alors effectivement, l'objet de mon intervention consiste à parler des solutions judiciaires et pas cette fois-ci les solutions amiables. Alors ces procédures, dites procédures collectives, qui sont connues du grand public, sont de 3 types, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, qui ont vocation, effectivement, et je rappellerai ce principe, c'est lorsque le chef d'entreprise est confronté à un état de cessation des paiements, de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, soit le redressement ou la liquidation judiciaire en fonction effectivement de la configuration à laquelle il est confronté. Et cette obligation impose de le faire dans le délai de 45 jours. Ça, c'est le principe. Mais l'ordonnance qui est intervenue le 27 mars 2020, qui est spécifique aux procédures, aux entreprises qui font face à des difficultés, c'est pour modifier effectivement les procédures collectives, est venue spécifier que la situation à prendre en considération, notamment par les juridictions, c'est le 12 mars 2020, où la situation de l'entreprise doit être appréciée. Cette appréciation a été étendue pendant bien évidemment toute la période de confinement, c'est-à-dire du 12 mars jusqu'au 24 mai, puisqu'effectivement c'était la période initialement, et ça a été rappelé avant, en matière de confinement juridique. Et cette appréciation a même été étendue à 3 mois post-fin de période de confinement, ce qui nous amènerait au 24 août. Alors, autrement dit, et pour faire simple, si le chef d'entreprise a l'obligation de solliciter l'ouverture d'une procédure collective lorsqu'il est en état de cessation des paiements, à compter du 12 mars, si bien évidemment il n'est pas au 12 mars, et il fait l'objet d'un état de cessation des paiements après le 12 mars, eh bien, il n'aura aucune obligation de le faire avant le 24 août 2020, puisque c'est la période de confinement juridique, ce qui est appelé, et ce qui permet en fait aux chefs d'entreprise, et c'est pour le parallèle à ce qu'a dit Stéphanie, c'est bien évidemment pour solliciter d'autres mesures qu'une procédure collective, qui est une procédure longue, qui est judiciaire et qui fait l'objet de publicité. Et quand on sait que les publicités sont souvent destructrices de valeur, puisque c'est l'ensemble des partenaires, des fournisseurs, les banques, les clients qui sont informés de la situation, et bien évidemment, ça entraîne une perte de valeur, ou en tout cas une remise en cause de la confiance. Et on sait très bien que c'est très important, la confiance dans les relations commerciales. Et donc, effectivement, c'est un outil qui est offert aux chefs d'entreprise
pour solliciter une procédure amiable ou bénéficier effectivement des mesures qui ont été exposées jusqu'ici, notamment du chômage partiel, du décalage des charges, des prêts PGE ou prêts BPI susceptibles d'apporter un concours. Alors, il peut arriver effectivement que même avec ces mesures-là mises en place, on doit passer par un mandat ad hoc ou une conciliation qui sont des procédures amiables et qui restent confidentielles, mais dans certains cas, il faille demander l'ouverture d'une procédure collective qui peut être aussi une mesure d'accompagnement. Alors, à double titre, puisque je n'ai pas évoqué jusqu'à ce moment-là, mais la procédure de sauvegarde, si on comprend bien que depuis le 12 mars dernier jusqu'au 24 août, la société qui rencontre des difficultés, qui serait même en état de cessation des paiements, sollicite l'ouverture d'une procédure devant un tribunal, pourrait demander une procédure de sauvegarde. Alors, qui est une procédure lourde, bien évidemment, puisqu'elle est collective et elle fait l'objet de publicité. En revanche, l'utilisation de ce levier-là pourrait permettre, notamment lorsque l'entreprise fait face à des besoins de trésorerie auxquels elle aurait pu avoir eu recours lié au prêt, notamment au décalage de règlement des charges, réétaler dans le cadre de cette procédure l'intégralité de ses encours. Et c'est un levier relativement important, puisque, à l'inverse de ce qui se passe en matière de conciliation mandat ad hoc, ça intéresse l'ensemble des créanciers de la procédure, que ce soit les créanciers institutionnels, l'administration, l'URSSAF, les prêts bancaires également, mais également les fournisseurs. Et ça permet de réétaler effectivement les créanciers jusqu'à une période de 10 ans, ce qui peut être un levier relativement important lorsqu'une société qui a eu recours à des prêts PGE, dont les échéances sont quand même à court terme, il faut non plus, ça ne va pas être des paiements sur 10 ans en fonction des sommes sollicitées, et ça peut être un levier effectivement lorsque l'entreprise, malgré toutes les procédures qui ont été mises en œuvre, ne peut pas faire face à ça. Et surtout, et c'est peut-être l'avantage de la sauvegarde, il n'y a pas d'atteinte à la gestion quotidienne du chef d'entreprise, il reste bien évidemment à la tête de son entreprise et n'a pas vocation à être perturbé ou interféré par les mandataires de justice qui sont désignés. C'est un élément indispensable à mon sens. Peut-être une précision concernant les redressements judiciaires par rapport à la sauvegarde, c'est que si l'entreprise, elle, aujourd'hui connaît des difficultés quant au règlement des salaires, alors on a bien compris qu'on pouvait bénéficier du chômage partiel. Néanmoins, au moment de la réouverture, après le déconfinement, et normalement la reprise de l'activité, on ne sait pas encore ce que seraient les accompagnements des mesures gouvernementales concernant le redémarrage de l'activité. Il va falloir que le chef d'entreprise reprenne en principe le règlement des salaires. Et là, le redressement judiciaire pourrait servir de levier, parce qu'effectivement, l'AGS aurait vocation à intervenir l'AGS qui est un fonds qui intervient pour indemniser les salariés dans le cadre des procédures collectives et pour se substituer à l'employeur pour régler les salaires qui seraient dus au moment de l'ouverture de la procédure. Ce qui peut être un levier, effectivement, notamment vis-à-vis de la trésorerie, puisque les sommes qui seraient avancées par l'AGS pourraient bénéficier d'un étalement d'un moratoire plus important que ce qui aurait aujourd'hui été octroyé, notamment par rapport au décalage des charges sociales, et ça peut être même faire l'objet d'une négociation directement avec l'AGS. C'est un levier, je pense, important, notamment en sortie de crise, en sortie de confinement, puisqu'effectivement, si aujourd'hui le chômage partiel joue son rôle comme levier, quand on va reprendre une activité normale, on va retrouver des leviers plutôt traditionnels, qui est notamment éventuellement l'intervention de l'AGS dans le cadre des redressements judiciaires. À cet égard, et je voudrais apporter une précision par rapport aux procédures qui ont été ouvertes depuis le 12 mars ou qui seront amenées à être ouvertes. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, notamment sur l'intervention de l'AGS concernant effectivement le règlement des salaires. On sait que le chef d'entreprise qui a sollicité le chômage partiel doit faire l'avance des salaires auprès des salariés avant d'être remboursé par l'État. Or, dans le cas d'une procédure collective, si l'AGS doit intervenir, elle n'interviendra pas s'il y a eu du chômage partiel, en tout cas pas à hauteur de 70%, puisqu'il considère que l'AGS n'a pas vocation à intervenir, puisqu'il y a une intervention de l'État, lorsqu'il créera quand même un décalage vis-à-vis des salariés, puisqu'il faut attendre le remboursement par l'État des sommes
due aux salariés, ça peut créer un décalage et donc des tensions à l'égard des salariés. Le levier qu'on détient par rapport au redressement judiciaire n'est simplement les sommes qui sont au-delà des 70%. C'est quand il y a un accord d'entreprise au sein de l'entreprise ou d'un sein de la société, où là, l'AGS interviendrait, mais pour le complément, c'est-à-dire entre les 70 et les 100% du maintien du salaire. Et là, l'AGS aurait vocation à intervenir, à préciser, puisqu'il ne faudrait surtout pas que le chef d'entreprise qui voudrait souhaiter l'ouverture d'un redressement judiciaire pour bénéficier effectivement de l'aide de l'AGS, notamment s'il ne veut pas faire ça chômage partiel, il n'aura pas ce levier-là. Et je voudrais effectivement bien préciser par rapport à nos auditeurs. Un levier relativement important. Parallèlement à ça, les juridictions, alors effectivement, je pense que tout le monde a été impacté par les mesures de confinement. Les juridictions consulaires ont dû effectivement faire l'objet de fermetures, si je puis dire, du fait des mesures de confinement. Et dans les Alpes-Maritimes, en tout cas, toutes les juridictions se sont adaptées avec l'aide des greffes pour pouvoir dématérialiser l'ensemble des échanges et notamment leur saisine via des portails qui permettent de solliciter alors, soit les mandats ad hoc et conciliation, mais également les procédures collectives compte tenu des situations des chefs d'entreprise. Et il y a eu une concertation des juges consulaires et avec les greffiers pour bien insister pour maintenir effectivement ce lien-là, parce que c'était indispensable lorsque le chef d'entreprise souhaitait bénéficier quand même des leviers, des procédures collectives ou des mesures amiables. Donc tout a été mis en œuvre pour mettre en place l'ouverture de procédures et garder la confidentialité pour les procédures amiables, qui est un des principaux vecteurs de réussite dans le cadre des procédures préventives. Mais également pour les procédures collectives, avec des visioconférences. Et là, les échanges se font de façon relativement simple. Avec ma consoeur Stéphanie Bienfait, on a pu en faire jusqu'ici, et notamment des sessions, enfin, c'est un autre point qui peuvent être mis en place, des sessions d'entreprise si effectivement, malheureusement, il n'y a pas d'autre alternative où le chef d'entreprise souhaite arrêter son activité et plutôt céder son entreprise. Voilà le tour d'horizon que je souhaitais apporter concernant les solutions judiciaires et à votre disposition pour éventuellement répondre à des questions. Merci beaucoup Stéphanie Bienfait, merci beaucoup Denis Gagnier pour cette intervention sur les procédures amiables judiciaires. Donc, je pense personnellement qu'en tant qu'expert comptable, on fera beaucoup d'interpro avec vous dans les mois à venir. En tout cas, on a bien été informés et on vous en remercie. Donc, on va enchaîner avec un sujet également très intéressant. Donc, on a l'honneur également d'accueillir Maître Sabria Mosba du barreau de Nice, qui va intervenir sur le droit du travail et la sécurité des salariés, donc un thème qui intéresse de nombreuses entreprises. Maître Mosba, c'est à vous. Oui, merci Thomas. Effectivement, après ce tour d'horizon des professionnels du chiffre, puisque vous êtes des alliés des entrepreneurs de la région, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on pourra reprendre effectivement une activité. Le gouvernement nous annonce le 11 mai. On pourrait croire que le 11 mai, on sera tous à nos postes de travail. Et j'ai envie d'apporter une nuance à cette date, puisque je pense que les entrepreneurs doivent prendre conscience que dès à présent, ils doivent prendre des mesures très importantes pour assurer la sécurité de leurs salariés, mais aussi des usagers ou de leurs clients, des fournisseurs, etc., par plusieurs mesures. Juridiquement, on va dire, l'employeur a une obligation qui est une obligation de prévention de la santé de ses salariés. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est face à cette pandémie qui a eu des répercussions assez inédites et exceptionnelles, quelle est la position de l'employeur pour s'assurer au mieux avec les éléments et qui sont mis à sa disposition. Donc, juridiquement, deux choses. Il y a une obligation de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques. Qu'est-ce que c'est? Une entreprise est censée avoir un document en fonction de son type d'activité et du type d'emploi, mettre à disposition aux différents organismes qui peuvent aussi faire des contrôles, un document qui évalue les risques. Alors, si on est dans de la restauration,
tout ce qui peut être risque, par exemple, de brûlure, de coupure, etc., et les conséquences pour éviter ce genre d'accident dans la métallurgie, dans le bâtiment, etc. Donc, il faut lister au maximum les risques. Et là, le gouvernement incite à mettre à jour ce document en incluant aujourd'hui le Covid-19. Donc, indiquer que dans ce document qu'on peut mettre à jour l'existence de ce virus, les mesures dites barrières pour éviter une infection et la transmission. Les gestes barrières, on les connaît tous, la distanciation d'1 mètre au minimum, le lavage des mains, la mise à disposition de gel, etc. La question du masque se pose. Elle va se poser encore de plus en plus, puisqu'aujourd'hui, on apprend que les pharmacies peuvent vendre des masques, mais ce sont des masques qui n'ont pas la même qualité, je crois, de sécurité que les masques classiques chirurgicaux et autres. Deuxième point, l'employeur doit mettre à jour son règlement intérieur en incluant d'ores et déjà l'existence de ce virus, puisque le règlement intérieur peut aussi mettre en prévention les dangers que peuvent éventuellement encourir les salariés. Aujourd'hui, on sait que la grosse partie de l'activité sur la Côte d'Azur, c'est le tourisme, c'est la restauration. Donc, se pose encore la question, le 11 mai, on sait que les restaurants, l'hôtellerie, etc., ne pourra pas ouvrir ses portes aux touristes et aux usagers habituels. On envisagerait une ouverture à la fin du mois de mai. Pour autant, certains restaurateurs se tournent déjà sur de la livraison importée, donc acte. Mais il faut aussi, là encore, mettre en place les mesures barrières, c'est-à-dire faire de l'affichage pour les salariés, mettre des petites bandes au sol pour respecter les mesures de distance d'1 mètre, avoir des points d'eau, expliquer comment se laver les mains. Et pour cela, vous avez des affiches qui ont été mises en place par le gouvernement où vous pouvez afficher dans l'entreprise les différentes manières de se protéger. Dans le bâtiment, vous avez un guide qui a été mis en place après un travail de réflexion avec les organisations patronales. Ils ont attendu l'aval du gouvernement, ou en tout cas des différents interlocuteurs. Et donc, depuis début avril, vous avez un guide qui est très détaillé et qui vous explique point par point en fonction de l'activité que vous avez dans le bâtiment. Si vous êtes plutôt en atelier, si vous êtes plutôt en chantier extérieur, si vous êtes amené à avoir un contact avec des fournisseurs ou des clients, là encore, vous avez toute une mise en œuvre pratique, j'ai envie de dire, sur des mesures de protection des salariés et des différents interlocuteurs. Parce que l'employeur, comme je le disais, a une obligation, c'est une obligation de moyens. La question qui va se poser, c'est si vous avez parfaitement mis en place les mesures de protection, que vous avez respecté l'affichage, vous avez avisé en amont votre salarié par le biais d'un courrier, d'un mail sur ce que vous envisagez de faire, vous pouvez reprendre au 11 mai ou un petit peu avant, mais la question qui va se poser, c'est que certains salariés vont certainement faire usage de leur droit de retrait. C'est la question qui se pose. Qu'est-ce que le droit de retrait? C'est une position du salarié qui considère qu'à un moment donné, il peut être exposé à un risque, et comme il n'a pas envie d'être exposé à ce risque parce qu'il considère que son employeur n'a peut-être pas mis en place toutes les mesures pour l'en préserver, il dit à son employeur, voilà, je fais usage de mon droit de retrait. L'employeur doit se rapprocher du salarié, discuter avec lui, connaître les raisons et lui expliquer si effectivement sa crainte est justifiée ou non. Ça peut aussi avoir un impact après sur le paiement du salaire et sur la poursuite ou non du contrat de travail. Et beaucoup d'entrepreneurs se posent la question parce que certains salariés ne jouent pas le jeu et posent déjà la question dans « Ah non, moi, j'ai peut-être pas envie de reprendre tout de suite, j'attends le 11 mai, je veux faire jouer mon droit de retrait. » Sauf que si l'employeur a bien mis en place toutes les mesures en amont pour se protéger
protéger ses salariés, protéger sa clientèle, à mon sens, l'usage du droit de retrait n'est pas justifié. Vous avez une obligation, certes, en tant qu'employeur, mais le salarié a également une obligation puisqu'il doit aussi prendre soin de sa santé et de sa sécurité et toutes celles qui sont à son contact. Donc, si toutes les mesures qui sont propres à protéger donc, la santé et la sécurité des salariés sont mises en œuvre, il sera difficile pour le salarié de venir mettre en jeu la responsabilité de l'employeur. Il y a quelques jours, vous avez dû entendre parler de l'arrêt Amazon, la décision Amazon. Le tribunal de grande instance, et cette décision a été confirmée par la Cour d'appel, a décidé de suspendre pendant un temps l'activité parce qu'il a été considéré que la société Amazon n'avait pas forcément mis toutes les mesures de protection pour protéger ses salariés dans les entrepôts, notamment les entrepôts. Et le tribunal de grande instance, le tribunal judiciaire de Nanterre avait donc ordonné que soient mises en place des mesures de désinfection, on va dire, parce que les représentants du personnel avaient considéré qu'ils n'avaient pas été associés à l'évaluation des risques professionnels en lien avec cette pandémie. Donc, il y a donc un risque pour l'employeur de se voir suspendre son activité, même s'il considère avoir mis en place les mesures barrières. Ce que je préconise, c'est qu'il faut d'ores et déjà élaborer un plan de reprise, poste par poste ou en fonction du type de l'activité, utiliser les affichages qui sont mis en ligne sur le site du gouvernement. Vous avez aussi des affichages spécifiques à un type d'activité, dans le cadre du bâtiment, comme je le disais, dans le cadre d'activités comme les jardins, les espaces verts, etc. Vous avez des fiches métiers qui ont été mises en place et pour chacune de ces fiches métiers, vous avez des spécificités. Avisez en amont et suffisamment à l'avance vos salariés sur les conditions dans lesquelles ils pourront reprendre en toute sécurité leur emploi, en sachant qu'il va falloir s'adapter. Se pose aussi la question du maintien ou non du télétravail. Alors, on a l'impression qu'avec ce confinement, cette crise, le télétravail a été une espèce d'obligation. Sauf que la loi avait déjà prévu en 2017, dans le cadre d'une ordonnance, que le télétravail pouvait être aussi une forme de travail, tout simplement. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette mesure légale qui existait déjà depuis 3 ans a trouvé son sens aujourd'hui. Bien sûr, c'est à l'employeur de mettre en place cette mesure en apportant le matériel nécessaire. Donc, la sécurité des salariés peut aussi se matérialiser par la continuité du télétravail quand cela est possible, en fonction de l'activité et dans l'attente de précision du retour d'une activité, on va dire, pérenne, puisque on a encore certaines difficultés sur ce point, notamment, comme je le disais, pour les métiers du tourisme, les métiers donc, liés aussi à la culture, puisque bon nombre de théâtres, de musées, de cinémas vont encore avoir leurs portes fermées au 11 mai. Et la question se posera aussi pour les métiers, par exemple, de l'esthétique. On sait que bon nombre d'entre nous vont se ruer chez son coiffeur ou chez son esthéticienne. Là, la difficulté va être de mettre en place cette fameuse mesure barrière d'1 mètre. Faire le shampouinage ou la manucure va nécessiter un contact direct entre le client et le salarié. Donc, l'employeur doit redoubler de vigilance sur ce point pour éviter une infection, parce que visiblement, si un salarié est contaminé, il va être pris en charge au titre des accidents du travail. Si le salarié a envie d'embêter son employeur en considérant que les mesures n'ont pas été forcément mises en place, peut se poser la question de la responsabilité de celui-ci et de la reconnaissance d'une faute inexcusable. Donc, cette reconnaissance se fait devant le pôle social, ancien TAS, tribunal des affaires de la sécurité sociale, et si le salarié arrive à démontrer qu'il y a eu une faute de l'employeur, cela peut coûter très cher à l'entreprise. Je rebondis sur les observations qu'avait faites Maître Albertini.
vous pouvez, dans le cadre de la mise en place des mesures de protection, faire un constat du site. Donc, passer par la plateforme dont parlait Maître Albertini, c'est Legal Preuve, je crois. Vous pouvez, une fois que vous avez mis en place votre projet, que vous avez informé votre salarié en amont, faire constater qu'effectivement, vous avez des points d'eau, des papiers jetables, du gel hydroalcoolique, que vous avez mis en place des mesures de distanciation, etc. De cette manière, ça vous permet de vous prémunir au cas où vous avez un de vos salariés qui considère que ça n'est pas suffisant. C'est un moyen. Vous pouvez associer aussi la médecine du travail, puisque la médecine du travail peut être sollicitée pour les salariés qui ont des problèmes de santé. On a une liste de personnes dites vulnérables pour lesquelles se pose la question de savoir si elles feront partie des personnes qui pourront reprendre ou non le 11 mai, puisqu'on parle de déconfinement partiel et que des personnes ayant quelques pathologies pourraient ne pas reprendre immédiatement. Dans ces cas-là, il faut associer à la médecine du travail, l'interroger sur la faisabilité du projet de reprise. Pour ces personnes-là, ça permettra encore de protéger l'entrepreneur dans son obligation de préserver la santé des salariés. Autre partenaire aussi, solliciter l'inspection du travail. Pareil, lorsque la mise en œuvre du projet était envisagée et étudiée, on peut aussi demander à l'inspection du travail un positionnement sur des points particuliers ou non en fonction du type d'activité. Donc la question est très vaste et je pense qu'on va devoir aller partiellement sur une reprise des postes, des emplois, en sachant qu'on n'aura pas une reprise générale et intégrale au 11 mai prochain, malheureusement. Voilà, Thomas. Merci beaucoup, Maître Mosba, pour cette intervention très intéressante sur la sécurité des salariés au travail. Alors, est-ce qu'on a quelques questions sur le sujet ou pas? J'en ai pas vu passer, mais je pense que vous devez être beaucoup sollicité dans vos cabinets respectifs sur les différents sujets dans lesquels vous êtes intervenus. Donc, si on n'a pas de questions complémentaires, le webinaire va toucher à sa fin. Donc, pour information, on a atteint le pic de 90 appareils connectés sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et Zoom. Donc, l'intervention a été un véritable succès. Je voulais remercier donc tous les participants, à la fois spectateurs et intervenants. Donc, l'association Apidex 06, c'est l'association pour la promotion de l'interprofessionnalité du droit et du chiffre des Alpes-Maritimes. Il n'y en a pas beaucoup en France et comme celle-ci, il n'y en a que deux, une en Rhône-Alpes et une dans les Alpes-Maritimes. Donc, on est une région qui est précurseur en la matière. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour suivre notre actualité, donc nos pages Facebook, LinkedIn et Twitter. Donc, on espère organiser d'autres événements dans le second semestre, si possible en physique, si on le peut. Sinon, ça sera par webinaire, c'était sympa également. Donc, je voulais remercier les différentes instances, le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la compagnie régionale des commissaires aux comptes ex-Bastia, la Chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes, la Chambre départementale des huissiers des Alpes-Maritimes, l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, l'Ordre des avocats au barreau de Nice, qui sont donc les membres fondateurs de cette belle association. Je voulais également remercier Maître Stéphanie Bienfait et Maître Denis Gagné qui ont représenté les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires. Merci à tous pour cette belle après-midi passée ensemble. N'hésitez pas à nous contacter sur nos diverses pages, sur nos différents réseaux si vous avez d'autres questions à nous poser. Et j'espère que l'on se reverra très rapidement en physique si possible. Merci beaucoup et à très bientôt.